La pluie martelait le cercueil comme un accusateur impitoyable. Et Alexandre sentit son cœur se fissurer au moment où le notaire, d'une voix tremblante, prononça les mots fatidiques à Alexandre Duval. Le fils adoptif bien-aimé. 90% de la fortune de Monsieur Henri Duval. Les regards assassins des neveux et nièces. Ces vautours en costume noir se plantèrent dans son dos. Mais ce fut le silence de Julien, son amant secret, qui le transperça plus profondément que n'importe quel orage. Dans cet instant suspendu, au bord de la tombe ouverte, Alexandre comprit que l'héritage n'était pas une bénédiction, mais la clé d'un abîme familial où gisaient des mensonges vieux de décennies. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de secrets enfouis semblait retenir son souffle ce jour d'octobre 2025. Le cimetière du Père-Lachaise, avec ses allées sinueuses et ses monuments sculptés par le temps, abritait désormais le corps d'Henri Duval. L'homme qui avait bâti un empire immobilier depuis les ruelles étroites de Montmartre jusqu'au boulevard haussmannien. Henri, ce géant bourru aux mains calleuses, avait élevé Alexandre comme son propre fils depuis l'âge de 5 ans. Après une adoption discrète en 2002. Alexandre, né en France d'une mère anonyme et d'un père inconnu, avait grandi dans l'ombre protectrice de cet homme au regard d'acier. Apprenant à naviguer les méandres de l'amour filial au milieu des dîners froids et des absences prolongées. À 28 ans, Alexandre était un architecte talentueux, aux épaules larges mais au cœur fragile. Un homme gai qui avait appris à cacher ses désirs derrière des sourires polis et des croquis impeccables. Julien, son partenaire depuis 3 ans, était un professeur d'histoire à la Sorbonne. Un Français pure souche de 32 ans. Avec une barbe naissante et une passion pour les révolutions oubliées qui masquaient sa propre peur de l'engagement public. Le notaire, Maître Lefebvre, un quinquagénaire aux lunettes cerclées d'or, avait insisté pour lire le testament immédiatement après l'enterrement. Sous un chêne centenaire qui goûtait encore la pluie. Henri Duval, dans sa sagesse, a choisi de récompenser la loyauté inébranlable de son fils adoptif. Déclara-t-il, déployant un parchemin jauni comme si c'était un décret royal. Les murmures s'élevèrent aussitôt. Claire, la sœur aînée d'Henri, une femme de 60 ans aux lèvres pincées, serrait son chapelet comme une arme. Son fils, Bertrand, un banquier bedonnant de 35 ans, crachait presque son venin. C'est un scandale. Ce gamin ramassé dans la rue hérite de tout. Papa doit se retourner dans sa tombe. Alexandre, les poings serrés dans les poches de son manteau, sentit la bile monter. Il n'avait jamais demandé cela. Henri l'avait aimé. Oui. D'un amour farouche et silencieux. Mais cet héritage des millions en propriété. Des actions cotées. Un hôtel particulier rue de Rivoli pesait comme une chaîne autour de son cou. Julien, à ses côtés, murmura à son oreille, « Tiens bon. Mon amour. » Ce n'est que du papier. Mais ses yeux noisettes qui avaient vu Alexandre s'effondrer tant de nuits, trahissaient une peur plus profonde. Leur relation, née dans un café enfumé du Marais lors d'une exposition sur l'art queer des années 80, était un sanctuaire fragile. Julien, avec son accent parisien chantant et ses citations de Proust, avait été le premier à percer les défenses d'Alexandre. À lui faire admettre que l'amour n'était pas une faiblesse mais une force rebelle. Ils s'aimaient en secret, loin des regards familiaux, dans des appartements loués à la semaine ou sous les ponts de la Seine au crépuscule. Pourtant, ce jour-là, sous le ciel plombé, Julien pressentait que le passé d'Henri allait les engloutir tous les deux. La veillée funèbre se poursuivit dans l'hôtel particulier de la famille.
Un manoir haussmannien au plafond voûté et aux cheminées crépitantes. Les lustres en cristal projetaient des éclats d'encens sur les visages tendus. Et l'air embaumait le vin rouge et les regrets non dits. Alexandre, assis dans un fauteuil crapaud usé, sirotait un cognac pour anesthésier la douleur. Claire s'approcha. Son parfum capiteux envahissant l'espace, tu sais. Alexandre. Henri t'a gâté. Mais nous? Ces vrais enfants? 10% à partager entre 5? C'est une insulte. Ces mots étaient des flèches empoisonnées. Et Alexandre, le cœur battant, répondit d'une voix basse, il m'a donné une vie. Tante Claire. Pas juste de l'argent. Mais au fond de lui. Une voix murmurait, et si ce n'était pas tout? Et si Henri cachait plus que de l'affection paternelle? La nuit tomba comme un rideau de velours noir. Et Alexandre s'échappa dans le jardin intérieur. Un oasis de rosiers fanés et de fontaines murmurantes. Julien le rejoignit. Ses pas feutraient sur le gravier. Ils s'enlacèrent sous la pergola. Leurs lèvres se trouvant dans un baiser désespéré. Salé de larmes. Je t'aime, Alex? Souffla Julien. Ses doigts traçant les contours du visage de son amant. Peu importe l'héritage. C'est nous qui comptons. Mais Alexandre. Les yeux rivés sur les étoiles filtrant à travers les nuages. Sentit un frisson, une lettre scellée. Glissée dans sa poche par le notaire. Brûlée contre sa cuisse. Lis-la seule. Avait murmuré Lefebvre. Henri voulait que tu saches la vérité avant qu'il ne la déterre. De retour dans sa chambre d'amis. Une suite aux tapisseries fanées. Alexandre brisa le sceau. La lettre, rédigée d'une main tremblante, commençait ainsi, mon cher fils. Si tu lis ceci. Je suis parti. Pardonne-moi les mensonges. Mais ils étaient nécessaires pour te protéger. Tu n'es pas adopté. Alexandre. Tu es mon sang. Le fruit de mon amour pour un homme que j'ai perdu trop tôt. Le papier glissa de ses doigts. Henri. Cet homme hétérosexuel aux apparences. Avait aimé un autre homme? Et Alexandre. Était-il le résultat d'une union secrète? D'un don de sperme anonyme dans les cliniques underground des années 90? Les murs semblèrent se refermer. Et un sanglot secoua ses épaules. Dehors. Paris ronronnait. Indifférente. Mais à l'intérieur. Une tempête se levait. Le lendemain. La famille se réunit pour le débriefing notarial. Dans le bureau lambrissé où Henri avait signé ses premiers contrats. Maître Lefebvre. Mal à l'aise. Déroula les détails, l'hôtel particulier. 3 immeubles à Pigalle. Départ dans une galerie d'art du Louvre des Antiquaires. 90% à Alexandre. 10% divisé également entre Claire, Bertrand et les autres. Les cris fusèrent. Bertrand bondit, c'est du chantage. Il devait y avoir une condition. Claire, les joues rougissantes, pointa un doigt accusateur, Henri avait des secrets. N'est-ce pas? Des amants? Des dettes? Alexandre. La lettre froissée dans sa poche. Sentit son estomac se nouer. Julien. Assis en retrait. Observait. Son esprit d'historien reconstituant déjà les fragments, Henri avait été un pionnier discret des droits LGBT dans les années 70. Militant anonyme lors des premières marches des fiertés. La confrontation éclata quand Claire fouilla le bureau et trouva un album photo jauni. Des clichés en noir et blanc, Henri jeune. Bras dessus bras dessous avec un homme aux yeux rieurs. Dans un café de Saint-Germain-des-Prés.
Qui est-ce? Hurla-t-elle. Alexandre. Le cœur en vrac. Reconnut les traits, c'était lui. En plus jeune. Dans les yeux de cet inconnu. La lettre. Tout collait. Papa. Il était gai, murmura-t-il. La voix brisée. Le silence tomba. Lourd comme un linceul. Julien se leva. Sa main effleurant celle d'Alexandre, Henri vous a tous aimés. Mais Alexandre était sa lumière. Le témoignage vivant de son courage. Les jours suivants furent un tourbillon de révélations. Alexandre et Julien plongèrent dans les archives familiales. Dans les greniers poussiéreux de l'hôtel particulier. Des lettres d'amour codées. Des tickets de train pour Deauville où Henri et son amant. Un artiste nommé Laurent s'était réfugié en 1996. Laurent, mort du sida en 1998, avait laissé un legs, son sperme congelé, utilisé pour concevoir Alexandre via une mère porteuse clandestine. Henri avait tout arrangé en secret, adoptant officiellement l'enfant pour le protéger des jugements. Des lois rigides d'alors. Tu es mon fils. Né de l'amour pur. Écrivait Henri. Alexandre pleura des nuits entières. Entre les bras de Julien. Oscillant entre joie et fureur, joie d'être légitime. Fureur des années volées en mensonges. La famille se fissura. Claire, rongée par la culpabilité où elle avait soupçonné les penchants de son frère mais avait eu. Tenta une réconciliation maladroite autour d'un dîner arrosé de Bordeaux. Nous avons tous péché par silence. Avoua-t-elle. Les yeux humides. Bertrand. Plus dur. Menaça un procès, c'est de la fraude. Mais au fond. Même lui craqua. Confessant ses propres luttes avec son orientation. Refoulé par la peur du scandale familial. Julien, avec sa sagesse historique, organisa une soirée commémorative, des amis d'Henri. Des vétérans du mouvement LGBT. Vinrent partager des anecdotes autour d'un feu de cheminée. Des rires mêlés de larmes. Des toasts à l'amour défendu. Pourtant, la kermesse ne s'arrêta pas là. Un soir, alors qu'Alexandre et Julien marchaient le long de la Seine, sous les lumières scintillantes des ponts, un appel anonyme brisa l'idylle, la vérité complète? Demande à ta mère. La mère porteuse? Alexandre. Le souffle court. Remonta la piste, une femme nommée Élise. Une infirmière bretonne installée à Lyon. Qui avait porté l'enfant pour amour filial envers Laurent. Elle révéla tout par visioconférence. Son visage ridé par les ans, Henri et Laurent étaient des âmes sœurs. Tu es leur miracle. Conçu dans l'espoir d'un monde meilleur. Mais le coup de théâtre, Élise avait un fils. Un demi-frère pour Alexandre. Un homme de 30 ans vivant à Marseille. Ignorant tout. Le voyage à Marseille fut une odyssée émouvante. Le train filait le long de la côte méditerranéenne. Et Julien, serrant la main d'Alexandre, murmura, c'est la fin d'un chapitre. Le début d'un livre. Ils trouvèrent Lucas. Ce frère inconnu, un pêcheur robuste aux yeux verts comme les siens. Avec une douceur inattendue. La révélation. Autour d'un pastis sur le vieux port, fut un raz-de-marée, embrassade. Confession. Des heures à combler les vides. Lucas, hétéro mais allié fier, jura, notre lien n'est pas du sang, mais du cœur. Henri aurait voulu ça. De retour à Paris. L'héritage ne fut plus un fardeau mais un pont. Alexandre transforma l'hôtel particulier en un centre pour les familles LGBT.
Un havre où les secrets deviennent des forces. Claire et Bertrand se rallièrent. Leurs parts investies dans le projet. Julien et Alexandre, enfin libres, célébrèrent leur union lors d'une cérémonie intime au Père-Lachaise. Sous le regard bienveillant de la pierre tombale d'Henri. L'amour triomphe toujours. Gravèrent-ils sur une plaque discrète. Dans les mois suivants, Alexandre écrivit un mémoire. L'héritage invisible, qui devint un best-seller, touchant des milliers d'âmes en quête de vérité. Julien, son encre, lui rappelait chaque matin, nous sommes la preuve que les liens, même tordus, se redressent vers la lumière. Et Paris, cette éternelle amante, les enveloppait de son indifférence bienveillante. Témoins muets de leur renaissance. La brume matinale enveloppait le marais comme un voile de soie. Et Alexandre, éveillé par les premiers rayons filtrant à travers les volets mi-clos, se tourna vers Julien encore endormi. Les courbes familières de son corps, la respiration régulière qui apaisait les tempêtes intérieures où tout cela semblait si fragile après les révélations. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'enterrement. Et pourtant, chaque nuit apportait son lot de rêves hantés, Henri riant dans un café enfumé. Laurent serrant un nouveau-né contre son cœur. Et lui, Alexandre, courant dans des ruelles sombres pour échapper à des ombres familiales. Il se leva doucement, enfila une robe de chambre usée, et descendit à la cuisine où le percolateur chantait son hymne quotidien. Le centre qu'il avait fondé, baptisé le lien caché, prenait forme dans l'ancien hôtel particulier. Des ouvriers martelaient déjà les murs, transformant les salons caverneux en espaces lumineux, une bibliothèque dédiée aux témoignages queer, une salle de thérapie avec vue sur le jardin, et un auditorium pour des conférences sur l'héritage invisible des familles recomposées. Alexandre, croquis en main, supervisait les travaux avec une ferveur nouvelle. À 28 ans, il avait toujours su qu'il était différent de ce garçon sensible qui préférait les croquis aux matchs de foot, qui rougissait devant les regards insistants des camarades de lycée. Mais maintenant, cette différence était une arme. Un flambeau à brandir pour d'autres âmes errantes. Julien émergea. Cheveux en bataille. Un sourire paresseux aux lèvres. Déjà au boulot. Mon architecte rebelle? Il l'embrassa dans le cou. Un geste simple qui faisait fondre les armures. Julien, avec son doctorat en histoire et ses conférences sur la Révolution française vues par les marginaux, apportait une perspective ancrée. Aujourd'hui, j'ai une leçon sur les salons homosexuels du XVIIIe siècle. Viens m'écouter. Si tu oses. Alexandre rit. Un son rare ces temps-ci. Et ils partagèrent un café noir, discutant des plaques à apposer, une pour Henri, père courageux, une pour Laurent, amant éternel. Mais la paix fut de courte durée. Un appel de maître Lefebvre brisa l'instant. Alexandre, Claire Duval prépare un recours. Elle affirme que le testament est contestable, invoquant une incapacité mentale et d'Henri. Le sang d'Alexandre se glaça. Claire, cette sœur aînée au cœur de pierre, n'avait pas digéré la vérité. Lors d'une visite forcée la semaine précédente, elle avait pleuré, avouant avoir su pour les amants de son frère dès les années 80. Mais l'avoir enterré sous des couches de déni bourgeois. J'ai une famille à protéger, avait-elle dit. Protéger? Alexandre serra le téléphone, dites-lui que je combats. Pour Henri. Pour nous tous. La journée s'étira en une série de rendez-vous tendus. Au centre, les premiers bénévoles arrivèrent, une jeune lesbienne trans,
Manon. 24 ans. Originaire de Lyon. Qui gérait les réseaux sociaux, un couple gay d'une cinquantaine d'années. Pierre et Raoul. Survivants du sida. Qui formait les thérapeutes. Alexandre les guida dans les pièces encore en chantier. Racontant son histoire sans phare, j'ai cru être un intrus toute ma vie. Aujourd'hui, je transforme cette douleur en refuge. Les yeux de Manon s'embuèrent, c'est ce dont on a besoin. Un endroit où l'on n'est pas adopté ou différent. Juste soi. Le soir, Julien et Alexandre dînèrent chez un ami commun. Un galeriste du Marais nommé Théo. Un Français d'origine grecque de 40 ans. Qui exposait des œuvres queer contemporaines. Autour d'une table chargée de mets et de vins assyrticaux. La conversation dévia sur l'héritage. Henri était un héros discret. Dit Théo. Les yeux pétillants. J'ai connu Laurent, il peignait des nus divins. Des corps enlacés défiant les conventions. Alexandre avala une gorgée. Le cœur gonflé, et moi. Je suis leur toile inachevée. Julien posa une main sur sa cuisse sous la table. Un ancrage silencieux. Mais au milieu de la nuit. Un coup à la porte les tira du lit. C'était Bertrand. Le cousin belliqueux. Trempé par la pluie. Les yeux rougis. Alex? Je ne peux plus. Il s'effondra sur le canapé. Confessant d'une voix hachée, je suis bi. Tu sais? Et papa Henri l'avait deviné. Il m'a offert un chèque une fois. Pour thérapie. Mais c'était pour que je m'accepte. Les mots jaillirent comme un torrent, Bertrand avait saboté le recours de Claire. Convaincu par la mémoire de son oncle. L'héritage? Garde-le. C'est justice poétique. Alexandre l'étreignit. Un geste maladroit mais vrai. Et Julien prépara un thé brûlant. Pour la première fois. La famille se recomposait. Fil à fil. Les semaines suivantes furent un ballet de victoires et de rechutes. Le centre ouvrit ses portes lors d'une inauguration émouvante, discours d'Alexandre. Larmes de Claire, oh oui. Elle était venue. Repentante. Un chèque à la main pour le fonds d'aide aux jeunes LGBT. Pardonne-moi. Neveu. Murmura-t-elle. Julien. En coulisses. Organisa une expo photo, portrait de famille arc-en-ciel. Dont un de deux. Enlacé sous la pluie du Père Lachaise. La presse s'empara de l'histoire. L'héritage d'amour titra le monde. Et les dons affluèrent. Pourtant. L'ombre de Lucas planait. Le frère de Marseille. Ce pêcheur au grand cœur. Envoya une lettre, viens voir la mère. Petit frère. Elle guérit ce que Paris ronge. Alexandre et Julien prirent le TGV. Le cœur léger pour la première fois. À Marseille. Sous le soleil impitoyable. Lucas les accueillit avec des huttes d'ours et un barbecue sur la plage du Prado. Élise, maman? Comme tu veux, est fière. Dit-il. Présentant une vieille boîte à souvenirs, des esquisses de Laurent. Un bracelet tressé par Henri. La nuit. Autour d'un feu de camp. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, de l'enfance volée d'Alexandre. Des marées de Lucas. De l'amour inconditionnel de Julien. De retour, Alexandre finalisa son mémoire. Des pages trempées de sueur et d'encre. Les liens ne se brisent pas, ils se révèlent. Écrivit-il en épilogue. Le lancement? Dans la galerie de Théo. Fut un triomphe, rire. Embrassade. Et un baiser volé à Julien au milieu de la foule. Défiant les flashs.
Claire leva son verre à Henri. À l'amour qui éclate au grand jour. Mais la vie? Cruelle romantique. Réservez un dernier twist. Lors d'une fouille finale au grenier, Alexandre trouva une vidéo VHS, Henri et Laurent. Jeunes. Dansant nus sous la lune à Deauville. Pour notre fils, disait Henri à la caméra. Les yeux brillants. Alexandre la numérisa. La projeta au centre lors d'une soirée privée. Les larmes coulèrent. Collectives. Cathartiques. C'est fini? Les secrets. Déclara-t-il. Enlacé à Julien. Et ainsi, dans le tourbillon de Paris, leur amour s'épanouit. Racines profondes dans un sol fertile de vérité. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant les toits en zinc d'une blancheur impitoyable. Et avec lui vint une accalmie trompeuse. Le centre éolien caché ou bourdonnait d'activités, atelier d'écriture pour les jeunes en coming out. Groupe de parole pour les parents en deuil. Et même un café solidaire où l'on servait des croissants chauds avec des histoires brûlantes. Alexandre, à la barre de ce navire naissant, se surprenait à sourire plus souvent. Ses yeux verts perdant peu à peu leur voile de tristesse. À 28 ans, il avait troqué les nuits d'insomnie pour des matinées productives. Esquissant des plans pour une extension, une serre thérapeutique dans le jardin. Un espace vert pour respirer. Julien, fidèle comme les saisons, continuait ses cours à la Sorbonne. Mais il avait pris l'habitude de passer ses pauses au centre, corrigeant des thèses tout en sirotant un expresso avec Manon. Leur couple, jadis confiné aux alcôves sombres, s'épanouissait au grand jour, promenade main dans la main rue des Francs-Bourgeois. Dîner chez Raoul et Pierre où les rires fusaient comme des confettis. Tu es mon révolutionnaire personnel, murmurait Julien lors de leurs étreintes, ses lèvres traçant des cartes imaginaires sur la peau d'Alexandre. Pourtant, sous cette sérénité, des fissures persistaient, les cauchemars d'Alexandre, où Henri le réprimandait pour avoir tout révélé. Et les doutes de Julien, hanté par une ex qui refaisait surface. Une femme qui avait brisé son cœur avant lui. Un matin de décembre, alors que la neige saupoudrait la Seine, un colis anonyme arriva au centre. À l'intérieur, une pile de lettres jaunies, adressées à Henri de la main de Laurent. Alexandre les ouvrit avec des mains tremblantes. Assis dans le bureau qui avait été celui de son père. Les mots jaillissaient. Cru et poétique, mon amour. Paris est vide sans toi. J'ai vu un garçon aux yeux verts aujourd'hui, il me rappelait ce que nous pourrions avoir. Des esquisses accompagnaient les pages, un enfant fantasmé. Aux traits si proches des siens. Alexandre pleura. Non de tristesse, mais d'une joie mêlée de rage contre les années perdues. Joie d'être vu. Enfin. Comme le fruit d'un amour légitime. Il partagea les lettres avec Julien lors d'un week-end à la campagne. Dans une maison louée en Normandie. Près de Deauville. Le vent salin fouettait les dunes. Et ils marchèrent pieds nus sur la plage, lisant à voix haute sous un ciel d'ardoise. Ils étaient si courageux, dit Julien. Sa voix éraillée par l'émotion. Dans un monde qui les condamnait. Ils ont osé rêver d'un fils. Alexandre s'arrêta. Le sable froid entre les orteils, et si je n'avais pas été assez? Si Henri regrettait. Julien le prit dans ses bras. Le corps chaud contre le froid, tu es leur chef-d'œuvre. Et le mien. De retour à Paris, Claire organisa une réunion familiale élargie, invitant Lucas de Marseille et même Élise, la mère porteuse,
Qui voyagea en train avec une valise pleine de souvenirs bretons? Le dîner. Dans la grande salle à manger de l'hôtel particulier. Fut un chaos tendre, Lucas racontant des anecdotes de pêche. Élise tricotant un châle pour ses garçons. Bertrand avouant timidement son premier rendez-vous avec un homme. Claire, radoucie par les mois, leva son verre à la famille. Pas celle du sang, mais celle du choix. Alexandre, au bout de la table, sentit un poids se lever, pour la première fois. Il n'était plus l'intrus, mais le centre, mais le destin. Ce farceur frappa à nouveau. Théo, le galeriste, appela en urgence, une expo concurrente à New York veut exposer les œuvres de Laurent. Ils ont des contacts, ça pourrait salir le nom si on ne bouge pas. Alexandre, le cœur serré, embarqua pour l'Amérique avec Julien. Leur premier voyage ensemble comme couple assumé. Manhattan, avec ses gratte-ciel acérés, contrastait avec la douceur parisienne, des nuits blanches dans des lofts branchés. Des négociations tendues avec des curateurs snobs qui voyaient en Laurent un scandale marquetable. C'était de l'amour. Pas un freak show. Plaida Alexandre. Sa voix ferme pour la première fois. Ils gagnèrent, l'expo devint une célébration. Avec un panneau dédié à la famille invisible. De retour, épuisé mais triomphant, Alexandre surprit Julien avec une bague simple. En argent martelé, épouse-moi. Pas pour l'héritage, mais pour les matins comme celui-ci. Julien, les larmes aux yeux, accepta sous les flocons de Noël. Rue de Rivoli illuminée. Le printemps revint. Fleuri et clément. Et le centre s'agrandit. Alexandre lança un podcast. Vérités enfouies. Où des histoires comme la sienne éclosaient, une transe de banlieue. Un père adoptif en conflit. Julien contribua à un épisode sur l'histoire queer française. Sa voix grave résonnant comme un appel. La famille s'étoffa, Lucas visita souvent. Apportant des fruits de mer et des rires tonitruants, Élise s'installa à Paris. Aidant aux ateliers couture. Pourtant, une ombre plana, la santé d'Alexandre chancela. Un épuisement chronique né du deuil refoulé. Julien l'emmena en Bretagne. Chez Élise. Pour une retraite forcée. Les vagues de Quiberon. Puissantes et rythmées. Lavèrent les toxines, promenade main dans la main. Soupe de poisson fumante. Et des nuits à écouter les légendes celtiques. Tu es fort, mon amour, murmurait Julien, soignant les plaies invisibles. L'été culmina en mariage, une cérémonie laïque au Père-Lachaise. Entouré de la tribu recomposée. Claire officiait. Voix chevrotante, Lucas chantait une chanson marseillaise, Manon filmait pour le podcast. Dans la mort et la vie. Nous choisissons l'amour. Jura Alexandre. Scellant le baiser sous les cyprès témoins. Et ainsi. L'héritage se mua en legs vivant. Un phare pour les âmes en quête. L'été 2026 s'étirait paresseux sur Paris. Les terrasses des cafés débordant de rires et de pastis frais. Mais pour Alexandre, chaque jour était une conquête subtile contre l'oubli. Le centre éolien caché était devenu un pilier du Marais. Un phare où les jeunes erraient pour trouver refuge. Leurs histoires se mêlant aux siennes comme des rivières affluentes. À 29 ans maintenant, Alexandre avait les traits affinés par les responsabilités. Ses yeux verts portant une lueur nouvelle, celle de la résilience forgée au feu. Julien, son époux depuis 8 mois, continuait à illuminer leur matin avec des citations de Verlaine.
Mais une tension sourde s'était installée aux les appels incessants de l'université. Les conférences à l'étranger qui les séparaient trop souvent. Un après-midi d'août, alors qu'Alexandre supervisait l'installation d'une fresque murale ou une œuvre collective de rescapés queer peignant des corps enlacés, un visiteur inattendu franchit les portes vitrées. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Grand, aux cheveux grisonnants et au regard fuyant, Marc. Un ancien associé d'Henri dans l'immobilier. Je connaissais ton père. Balbutia-t-il, serrant un dossier usé. Ils s'assirent dans le jardin, sous la pergola où tant de confidences avaient fleuri. Marc avoua, Henri m'a sauvé la vie en 95. J'étais en couple avec Laurent avant lui. Quand Laurent a quitté pour Henri, j'ai sombré. Mais Henri m'a donné un boulot. Sans jugement. Les mots frappèrent Alexandre comme une lame, un autre amant? Un triangle? Mais Marc secoua la tête, non. Juste de l'amitié profonde. Laurent parlait de toi. Avant ta naissance, notre espoir. Disait-il. Il tendit le dossier, des contrats. Des preuves que Henri avait financé des cliniques de fertilité underground pour des couples gays dans les années 90. Il voulait changer le monde. Discrètement. Alexandre, le cœur battant, remercia Marc d'un geste. Et ce soir-là, il en parla à Julien lors d'un pique-nique sur les quais. Ton père était un visionnaire, dit Julien. Mais ses yeux trahissaient une fatigue, et nous? Sommes-nous à la hauteur? La question plana comme un nuage d'orage. Julien partit pour une semaine à Berlin. Une conférence sur l'histoire post-mur. Seul, Alexandre plongea dans le podcast, enregistrant un épisode spécial avec Marc, les alliés invisibles. Les écoutes explosèrent. Et avec elles, les invitations au TEDx. Festival littéraire. Mais la solitude rongeait, nuit à fixer le plafond, se demandant si l'héritage n'était pas une malédiction, isolant autant qu'il unissait. Lucas arriva comme un boulet de canon, débarquant de Marseille avec sa camionnette chargée de cajots d'orange et de bon vin. Frangin, tu as l'air d'un fantôme. On va à la mer? Ils prirent la route pour la Côte d'Azur, Julien les rejoignant par avion. À Nice, sous le soleil azuréen, ils louèrent un bateau, vague turquoise. Rire salé. Et des confessions au fil de l'eau. Lucas raconta son propre coming out tardif. À 25 ans. Face à une famille conservatrice, Julien avoua ses peurs de paternité. Et si on avait un enfant? Serais-je assez? Alexandre, le sel piquant ses lèvres, répondit, nous le serions ensemble. De retour, une surprise attendait, Claire avait organisé une retraite familiale en Provence, dans une bastide louée près d'Avignon. Élise tricotait. Bertrand apportait des fromages. Et même Manon se joignit, avec son énergie contagieuse. Les jours se fondirent en randonnées oléicoles. Dîner aux chandelles où les histoires coulaient, Claire révélant son propre mariage blanc des années 70. Pour cacher une liaison lesbienne avortée. J'ai envié Henri, confessa T.L. Les nuits. Alexandre et Julien s'aimaient avec une urgence renouvelée. Sous les étoiles provençales. Redécouvrant la chair comme un territoire reconquis. Septembre apporta un vent de changement, le mémoire d'Alexandre fut nominé pour un prix littéraire. Prix du courage queer. La cérémonie, au théâtre du Châtelet, fut un tourbillon de flashs et de discours enflammés. Sur scène, Alexandre remercia, à Henri et Laurent, à Julien Monfard, à cette famille patchwork qui m'a sauvé. Le baiser qu'il offrit à Julien.
Sous les applaudissements. Fit la une de Têtu, l'amour éclaté. Mais la joie fut tempérée par une nouvelle, Élise. Diagnostiquée d'un cancer précoce. La famille se mobilisa, Lucas quitta son boulot pour s'installer à Paris. Aidant aux soins, Claire paya les traitements alternatifs. Alexandre transforma une chambre du centre ensuite médicalisée, où Élise tricotait des écharpes pour les patients. « Tu es ma plus belle création », lui dit-elle un soir. Main dans la main. L'hiver revint. D'où cette année. Et avec lui. Une décision, adoptée. Pas un enfant, mais un chiot errant trouvé rue Mouffetard. Un bâtard joyeux nommé Laurent. Julien rit, notre première famille à quatre pattes. Les promenades quotidiennes devinrent rituels, scènes scintillantes. Crottes ramassées avec amour. Le printemps fleurit en projet, une branche du centre à Marseille. Géré par Lucas, un film documentaire sur Henri. Produit par Théo. Alexandre. Enfin en paix. Écrivit une suite à son mémoire, Lien réinventé. Lors du lancement, entouré de tous, il leva son verre, à la vérité qui libère. Et dans l'ombre bienveillante de Paris, leur saga continuait. Tissée de fils indestructibles. Le printemps 2027 éclosait en explosion de lilas le long des boulevards. Et Alexandre, à 29 ans, se sentait renaître avec la ville. Le centre Lien caché n'était plus un projet, c'était une communauté pulsante. Avec des antennes naissantes à Lyon et Bordeaux. Inspiré par Manon qui avait pris les rênes d'un chapitre régional. Julien, promu doyen adjoint à la Sorbonne, rentrait armé compensé par des petits déjeuners au lit. Des pancakes en forme de cœur et des murmures d'avenir. Leur appartement, au-dessus du centre, était un cocon, livres empilés. Photos encadrées de la famille élargie. Et Laurent le chien ronflant au pied du lit. Pourtant, une lettre de l'avocat rouvrit une vieille plaie, un neveu éloigné. Un certain Gilles contestait une clause mineure du testament, alléguant l'influence indue. Encore, grogna Alexandre, froissant le papier. Julien, pragmatique, suggéra, affronte-le. C'est le dernier verrou. La rencontre eut lieu dans un café du quartier latin. Sous les yeux curieux des touristes. Gilles, un comptable bedonnant de 45 ans. Originaire de Normandie. Bafouilla, ce n'est pas personnel. Juste. La justice. Mais ses yeux fuyants trahissaient plus, Henri m'a rejeté. Tu sais? J'étais gay. Et il m'a dit change ou par un point. Alexandre. Le cœur serré. Posa une main sur son bras, il protégeait son secret. Viens au centre, on parle. Gilles craqua, rejoignant les groupes de parole. Et le recours s'évapora. Cette victoire mineure propulsa Alexandre dans un tourbillon médiatique, interview à France Inter. Où il pleura en évoquant Laurent, un TED Talk à Genève sur l'héritage queer. Julien l'accompagnait. Fier. Mais une fêlure apparut lors d'un dîner post-conférence, tu brilles. Alex. Mais et nous? Le centre dévore tout. Les mots blessèrent. Et la nuit fut froide. Dos tourné. Ils se réconcilièrent lors d'un week-end à Venise. Cadeau de Claire pour leur anniversaire de mariage. Les gondoles glissaient sur les canaux. Et sous le pont des soupirs. Julien murmura, pardonne-moi. J'ai peur de te perdre dans ta mission. Alexandre l'embrassa. Les larmes se mêlant à l'eau salée, tu es ma mission. Ils revinrent changés. Planifiant un congé sabbatique, un tour de France en van. Visitant les chapitres du centre.
L'été les vit rouler de ville en ville, Bordeaux, avec ses vignes et ses vins rosés. Où Manon les hébergea dans son loft coloré, Lyon. Berceau d'Élise qui, en rémission, les régala de quenelles. Lucas les rejoignit à Marseille. Et le van devint un cirque familial, barbecue sur la plage. Nuit sous les étoiles à débattre de tout aux politiques queer. Recette de bouillabaisse. Rêve d'enfant. Adoptons. Proposa soudain Julien. Lors d'une halte à Cassis. Alexandre hocha la tête. Le cœur gonflé, pour honorer Henri. L'automne apporta les démarches, entretien avec des agences. Formation parentale. Élise. Rayonnante. Tricota un trousseau, Claire offrit une chambre d'enfant dans l'hôtel particulier. Mais le choc vint d'un test ADN surprise. Commandé par Gilles pour clore le dossier, il révéla un cousinage inattendu avec Bertrand. La famille est un labyrinthe. Rit Alexandre. Transformant la nouvelle en épisode podcast. Noël fut magique, un sapin géant au centre. Orné de photos de tous. Élise annonça sa guérison complète, Lucas présenta sa petite amie. Une artiste sculptrice. Julien et Alexandre. Enlacés près de la cheminée. Chuchotèrent des noms pour leur futur enfant, Henri Laurent. Peut-être. Le nouvel Ancella Impact, élargir le centre à l'international. Avec un partenariat berlinois. Lors d'une soirée dansante au centre Drag Queens. DigiQueer. Confetti arc-en-ciel. Alexandre dansa avec Julien. Corps contre corps. Oubliant le monde. À nous. Toaster Hill. Mais la vie. Tenace. Testa leur joie, une grossesse porteuse échoua. Brisant le cœur. Ils pleurèrent des jours. Soutenus par la tribu. Il y en aura d'autres? Promit Claire. Et il y en eut, un petit garçon. Né en Bretagne. Aux yeux verts comme les leurs. Baptisé Émile. Il arriva en mars 2028. Un miracle minuscule dans leurs bras. Le centre devint nurserie inclusive. Et Alexandre. Père comblé. Écrivit le bébé arc-en-ciel. Un guide pour parents queer. Julien. Doyen accompli. Intégra des cours sur l'histoire familiale LGBT. Sous le soleil parisien. Leur saga fleurissait. Éternelle. Émile grandissait comme une fleur sauvage dans le jardin du centre. Ses boucles châtaines captant la lumière filtrée par les feuilles. Et Alexandre. À 30 ans. Découvrait la paternité comme un océan infini, des nuits hachées par les pleurs. Des jours emplis de rires baveux. Et une tendresse infinie pour ce petit être qui portait en lui l'écho de tant d'amour passé. Julien. Père gâteau malgré ses conférences. Rentrait avec des histoires de rois gaulois pour endormir le bébé. Sa voix grave un baume contre les coliques. Leur appartement. Autrefois un duo intime. Bourdonnait maintenant de jouets en bois et de berceuses improvisées. Le centre prospérait, l'antenne marseillaise. Dirigée par Lucas. Accueillait des réfugiés queer du Moyen-Orient, celle de Lyon. Boostée par Élise. Offrait des ateliers pour grands-parents alliés. Manon. Promue directrice adjointe. Lança une app, lien connecté. Pour matcher mentors et jeunes en détresse. Alexandre. Jonglant entre biberon et budget. Se sentait invincible. Mais une ombre planait, la santé fragile d'Élise. Qui masquait ses toux sous des sourires. Un jour de mai. Lors d'une expo au centre Portrait d'héritage. Un critique d'art renommé. Un Français d'origine italienne nommé Fabio. 38 ans.
S'approcha d'Alexandre. Votre père. Henri était un mécène anonyme pour mes premières toiles queer. Il a cru en moi quand personne ne le faisait. Fabio offrit une toile, 2 hommes enlacés sous la tour Eiffel. Symbole de leur lien. Ce geste raviva les flammes, Alexandre organisa une rétrospective Laurent Henry, attirant des collectionneurs du monde entier. Julien. Jaloux d'un rien lors d'une vernissage tardive, un rire trop proche de Fabio. Confessa plus tard, je crains l'usure. Alex. La gloire te change. La dispute éclata. Mots aiguisés comme des tessons, tu doutes de moi, hurla Alexandre. Julien partit dormir sur le canapé. Émile entre comme un arbitre innocent. Le matin. Réconciliation dans les larmes, thérapie de couple au centre. Où ils apprirent à ventiler les peurs. L'été les porta en Bretagne. Chez Élise. Pour un mois de sel et de vent. Émile babillait sur la plage. Lucas pêchait des crabes. Claire lisait des contes. Mais Élise s'affaiblit, un scanner révéla une récidive. La famille se serra, chimiothérapie à Paris. Élise emménageant dans la suite médicale. J'ai vécu pour ça, dit-elle, berçant Émile. Alexandre, dévasté, canalisa en un fonds de recherche queer pour le cancer, financé par les royalties de son livre. Automne, Élise s'éteignit paisiblement. Entourée. Un châle inachevé sur les genoux. Les funérailles. Au Père-Lachaise près d'Henri. Furent un hymne, discours de Lucas. Chambreton. Et Émile. 18 mois. Jetant une rose blanche. À la mer de nos cœurs. Gravait-il sur la pierre. Le deuil transforma, Alexandre lança d'étoiles perdurables. Un programme pour familles endeuillées. Julien. Stoïque. Prit un congé pour élever Émile. Redécouvrant la joie des parcs et des siestes. Claire. Brisée mais résolue. Devint trésorière du fonds. Hiver, un Noël doux. Avec Émile marchant ses premiers pas sous le sapin. Bertrand présenta son partenaire. Un infirmier tendre, Gilles anima un atelier sur le pardon. Lors de la soirée du centre. Alexandre dansa avec Julien. Émile sur les épaules, nous sommes complets. Et le printemps 2029 fleurit en promesse, une deuxième adoption en vue. Une sœur pour Émile. Leur héritage. Vivant. Irrigué des vies innombrables. Émile trottinait maintenant à travers les couloirs du centre. Ses petites mains agrippant les basques des bénévoles. Et Alexandre. À 31 ans. Naviguait la parentalité comme un maestro, matinée de cirque avec des couches et des croquis. Après-midi de stratégie pour étendre liens cachés à l'Europe. Julien. Revenu à plein temps à la Sorbonne. Publia un ouvrage, Histoire des familles queer en France. Dédié à Henri et Élise. Un best-seller académique qui atterrit sur les bureaux ministériels. Leur duo. Forgé dans les tempêtes. Était un rock, dîner à 4 avec la nounou. Une étudiante trans nommée Léa. Et des week-ends volés à Versailles. Où ils se perdaient dans les bosquets comme des amants adolescents. Mais l'expansion apporta des défis, un scandale à Berlin. Où un chapitre fut accusé de prosélytisme. Menaçant les financements. Alexandre vola outre-Rhin. Julien gardant Émile. Et négocia des nuits blanches avec des activistes locaux. C'est notre combat. Écrivit-il à Julien. Photo d'Émile jointe pour ancrer le cœur. Victoire, partenariat renforcé. Mais retour épuisé.
Il trouva Julien stressé par une promotion refusée où ils disent que je suis trop engagé au point. La tension culmina lors d'un gala de levée de fonds au centre, smoking. Champagne. Discours enflammés. Un donateur influent. Un politicien conservateur. Glissa à Alexandre, admirable. Mais discret. 1. Pas de militantisme excessif. Alexandre explosa publiquement, l'amour n'est pas discret, il est criant. Les médias s'emballèrent. Soutien et critique fusant. Julien. Furieux, tu risques tout pour un égo. La nuit fut orageuse. Émile pleurant dans la tempête. Réconciliation via une retraite en forêt de Fontainebleau, cabane rustique. Feu de camp. Et confession nue. J'ai peur de te perdre à la cause. Avoua Julien. Alexandre, la cause. C'est nous. Ils émergèrent unis, lançant une campagne, Amour sans frontières. Pour les droits queer en Europe. Automne, la petite sœur arriva. Adoptée d'Ukraine. Une fillette de 3 ans nommée Sophia. Aux yeux sombres et au rire perçant. Émile. Grand frère protecteur. Lui offrit son doudou. La famille s'agrandit. Chaos joyeux, berceuse bilingue. Promenade en poussette double rue des Rosiers. Claire. Grand-mère fière. Organisa des fêtes, Lucas. Oncle baroudeur. Visita avec sa compagne enceinte. Bertrand et son partenaire adoptèrent un chat. Premier pas vers plus. Le centre intégra une crèche queer. Pionnier en France. Hiver 2029, tempête de neige. Et une offre, poste d'ambassadeur ONU pour Alexandre. Refuse. Supplia Julien. Débat houleux. Mes choix, oui. Pour amplifier la voix. Départ pour Genève. Famille en suivi. Mes promesses de retour mensuel. Printemps 2030, Sophia babille en français. Émile dessine des familles arc-en-ciel. Julien publie un second livre. Alexandre témoigne à l'ONU. Leur amour. Distant mais ardent. Via appel vidéo et câlin virtuel. Été, réunion en Provence. Rire. Baignade. Nous sommes immortels. Dit Alexandre. Enlacé à Julien sous les oliviers. Et l'héritage pulsait. Éternel battement. Genève bruissait d'accords internationaux. Et Alexandre, à 32 ans, s'y installa comme un poisson dans l'eau, discours aux assemblées. Atelier avec des diplomates sur les droits LGBT. Et des nuits solitaires à relire les lettres de Henri pour se rappeler les racines. Julien gérait Paris avec une grâce féroce, le centre florissait. Sophia et Émile grandissaient en tornade d'énergie et Émile à l'école maternelle. Apprenant l'alphabet queer, Sophia. Petite tornade. Collectionnant des papillons imaginaires. Les appels quotidiens étaient des ponts fragiles, papa rentre quand, demandait Émile. Et Alexandre. Gorge nouée. Promettait, bientôt. Mon trésor. Le poste ONU était un tourbillon, voyage à Nairobi pour des conférences sur les réfugiés queer. Négociations à New York sur les adoptions internationales. Alexandre excellait. Sa voix forgée dans les greniers poussiéreux de Paris portant l'écho de tant d'invisibles. Mais le mal du pays rongeait, anniversaire manqué. Noël virtuel. Julien. Stoïque. Cachait sa fatigue, promotion enfin accordée. Mais charge doublée avec les enfants et le centre. Crise en automne, Sophia tomba malade. Une grippe virale? Et Alexandre annula un sommet pour voler à Paris. À l'hôpital Necker. Veillant sa petite forme pâle.
Il jura, plus jamais. Démission en vue. Mais l'ONU contre-offrit, post-hybride. Mi-temps Genève-Paris. Accepté. Avec un partenariat ONU-Centre. Hiver 2030, retour triomphal. Famille réunie au Père-Lachaise pour un rituel annuel dépôt de roses. Conte sur Henri. Claire. Vieillie mais vive. Lisez des poèmes, Lucas. Père désormais d'un bébé. Chantez berceuse marseillaise. Le centre Lansade réseau mondial. Reliant chapitre de 20 pays. Printemps, Émile. 3 ans. Dessina la famille, cercle coloré. Papa Alex et papa Jus. Exposé au centre. Il inspira une expo enfant. Sophia. Guérie. Dansait sur la vie en rose. Été, voyage en Grèce. Chez les ancêtres de Théo île Cyclades. Mer turquoise. Rire salé. Julien murmura une nuit, encore un enfant? Alexandre sourit, quand le cœur dira oui. Automne 2031, troisième miracle. Un garçon adopté de Syrie. Nommé Amir. 2 ans. Aux yeux curieux. La maison déborda, cri. Câlin. Chaos harmonieux. Claire s'éteignit doucement. Laissant un legs, la Bastide provençale au centre pour retraite. Funérailles émouvantes. Discours d'Alexandre, tante. Merci pour le pardon. Hiver, Noël enchanté. Avec Amir apprenant joyeux Noël en arabe et français. Le centre. Bastion mondial. Sauva des vies, un jeune Afghan hébergé. Une famille ukrainienne soutenue. Printemps 2032, Alexandre. 34 ans. Publia Éco Globo. Best-seller ONU. Julien devint recteur. Cours sur héritage queer obligatoire. Été, pique-nique saine. Enfant courant. Amour éternel. Leur saga. Tissée de épreuves et triomphes. Illuminait le monde. Des années s'écoulèrent comme les eaux de la Seine. Inexorables et nourricières. Et Alexandre, à 40 ans en 2037, contemplait son reflet dans les vitres du centre, cheveux grisonnants aux tempes. Yeux verts encore vifs. Marqués par les batailles gagnées. Émile, 9 ans, était un artiste en herbe. Esquissant des familles infinies, Sophia, 7 ans. Une conteuse née. Tissant des histoires de héros queer, Amir. 6 ans. Un explorateur curieux. Apprenant 3 langues. Julien. Recteur respecté. Rentrait avec des anecdotes d'étudiants libérés. Son amour inchangé. Ridé au coin des yeux mais brûlant. Le centre lien caché était un empire bienveillant, 50 chapitres mondiaux. Un fonds de 10 millions. Des partenariats ONU. Manon dirigeait l'empire européen, Lucas. Le méditerranéen, des successeurs formaient la relève. Alexandre. Semi-retraité. Conseillait. Écrivait. Voyageait moins en préférant les dîners familiaux. Les promenades avec les enfants. Un jour d'automne. Lors d'une commémoration Henri Laurent au Père-Lachaise. Un jeune homme s'approcha, vous m'avez sauvé. Votre podcast m'a aidé à faire mon coming out. Alexandre. Ému. L'invita au centre. Ces moments. Grains de sable dans l'océan. Rappelaient le sens. La famille s'était étoilée, Bertrand marié. 2 enfants, Gilles. Père adoptif, Théo. Galeriste légendaire. Élise et Claire veillaient des cieux.
Leur legs vivant. Noël 2040, grand-mère Claire manquait. Mais son esprit planait. Les enfants jouaient. Julien et Alexandre s'enlacèrent près du sapin, 40 ans d'amour. Murmura Julien. Et l'éternité devant. Leur héritage. Non plus mensonge. Mais lumière éclatante. Guidée des générations. Dans Paris éternel. Leur lien. Révélé au grand jour. Brillait impérissable.